Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois Nathalie Bardin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice marketing stratégique, RSE et innovation du groupe Altaria. Alors la marque la plus connue du groupe, c'est Cogedim, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Alors en fait, on est un groupe, moi j'aime bien dire qu'on est une entreprise de ville. On est un groupe complètement atypique. On a effectivement une activité de promotion très forte avec Cogedim. Et puis on a également dans la partie promotion une activité sur les monuments historiques avec Histoire et Patrimoine qu'on requalifie. On est un acteur de l'immobilier d'entreprise. On fait des grands sièges sociaux comme le dernier siège d'Orange, la Tour First à la Défense, notre propre siège Rue de Richelieu. On est une foncière de centres commerciaux. Donc on a développé et on détient en patrimoine 44 centres commerciaux avec des formats très différents qui vont du pied d'immeuble dans des nouveaux quartiers jusqu'à des gares. Gare Montparnasse est la dernière que l'on est livrée. Et puis des plus gros centres commerciaux ou un Bercy Village que certains d'entre vous peuvent connaître. Et puis on s'est diversifié, on s'est lancé dans des nouvelles activités. On a lancé une société d'asset management avec une SCPI, Alta Conviction, pour adresser la question de l'épargne immobilière. Et puis on s'est lancé dans les data centers et les énergies renouvelables avec le photovoltaïque, avec toujours un sous-jacent immobilier et toujours une question de la durabilité de toutes les activités. Oui, parce que vous vous définissez comme un acteur de la transformation urbaine bas carbone. Quels objectifs, quelles ambitions vous avez mis en place en la matière ? Alors, nous, on est un acteur qui adresse toutes les transitions. Et donc, on se dit que dans ce monde complètement en transformation, l'enjeu de la décarbonation et au-delà de la décarbonation du bas carbone est clé. Et donc, pour faire ça, on a travaillé en interne, chez nous, on s'est fixé nous-mêmes nos propres objectifs. On a aujourd'hui 74% de notre chiffre d'affaires qui est aligné à ce qu'on appelle la taxonomie européenne. En fait, ça correspond au chiffre d'affaires vert. Ça veut dire qu'on a embarqué toutes nos équipes, toutes nos activités pour dire, comment est-ce qu'on améliore l'impact, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. On améliore l'impact, alors aussi bien sur la question de la décarbonation, de l'énergie, mais de la biodiversité, de l'eau, et puis du sociétal aussi, puisque c'est pas que l'enjeu environnemental. On a directement de l'intéressement pour l'ensemble de nos salariés. Et donc, on a dans les critères d'intéressement des critères ESG. Donc, c'est bien le sujet de tout le monde, puisqu'en plus, notre démarche RSE, elle s'appelle Tous engagés. Donc, c'est bien pour tout le monde. Et puis, au-delà d'avoir des démonstrateurs dont on parlera peut-être, notre sujet, c'est comment est-ce qu'on massifie, comment est-ce qu'on industrialise les solutions. C'est bien d'avoir des prototypes. Dans un monde en transformation, c'est mieux de les dégénéraliser. Il faut passer à l'échelle, on est bien d'accord. Quelques chiffres, plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, plus de 130 000 personnes logées depuis 2019, plus de 1650 collaborateurs, 95% d'énergie renouvelable dans l'énergie consommée, et alors 93% des déchets de promotion valorisés matière. Alors là, je ne sais pas ce que c'est qu'un déchet de promotion valorisé matière, et vous allez donc m'expliquer, c'est quoi ça ? En fait, c'est quand on démolit, la question, c'est comment est-ce qu'on réutilise une partie de ces déchets. Donc, ça participe de la question de l'économie circulaire. Et donc, on les valorise de différentes façons. Soit ils sont réutilisés sur l'actif, le projet qu'on est en train de réaliser, soit ils peuvent être transformés pour être sur la voirie, par exemple, ou du mobilier urbain, ou ils vont être recyclés. Et donc c'est un enjeu hyper important, puisque c'est toute la question de la circularité des matériaux, et de se dire que finalement, comment est-ce qu'on fait de ce qui était avant un déchet qui partait en incinération, comment est-ce qu'on le réutilise dans un monde qui est fini. Mais alors, depuis quand le faites-vous, pour arriver à ce chiffre quand même de 93%, et puis à quel point il a fallu repenser l'organisation des chantiers, des process, presque même des filières, je ne sais pas. Alors, on le fait depuis un petit moment. Ce qui nous a permis d'accélérer, c'est justement le fait que on s'assigne à avoir un chiffre d'affaires vert important. Et donc, dans les objectifs, il faut qu'on valorise au moins 70%
de nos déchets. Et donc, on a travaillé à tous les niveaux, au niveau de nos chantiers, avec des bennes de tri. C'est ça, il faut les organiser un peu différemment. Absolument. Hein. Au niveau des plateformes de tri, on a un certain nombre d'accords avec des plateformes qui réutilisent. Et puis, au niveau même de la conception de nos projets, en disant, est-ce que on peut réutiliser je vous donne un exemple. On a un gros chantier à Lyon qui s'appelle qui était l'ancien siège du Crédit Agricole. Eh bien, on a identifier 40 gisements de matières différentes. Donc ça va de, des cloisons en passant par des isolants ou des fenêtres ou du carrelage qu'on réutilise dans le bâtiment. Mais donc il y a eu un diagnostic matière qui a été fait en se disant, c'est plus vertueux de réutiliser que d'aller acheter du matériau neuf. On va évidemment consacrer un chapitre important de ce grand entretien aux canicules au pluriel, puisque on en a déjà vécu 2 depuis le début de l'été et sans doute une 3e au moment où on enregistre cet entretien à venir. Alors déjà, peut-être une question très générale. Alors, elle fait souffrir les humains, les infrastructures, les animaux, la nature, je ne vais pas faire toute la liste, mais est-ce qu'on peut aussi y voir un électrochoc salutaire ? Comment vous le percevez, cette période ? Vous l'apercevez, cette période ? Alors, moi j'ai du mal à me dire que c'est un électrochoc salutaire, mais peut-être pour poursuivre votre question, peut-être que ça nous oblige à nous dire... la réglementation qu'on a, qui est assez exigeante, ne suffira pas à faire que nos villes restent habitables, que nos logements restent soutenables, que nos trains continuent de circuler. Et donc, je pense que cette question nous pose le sujet des vulnérabilités individuelles et urbaines. Et donc, peut-être que ce que ça accélère, c'est une prise de conscience en se disant, il faut qu'on change notre façon de faire. Et quand moi j'entends les débats clim, pas clim, je pense que c'est pas le sujet. Je pense que le sujet, c'est finalement de définir une méthode. Et d'ailleurs, on vient juste de signer avec une initiative, avec pas mal d'acteurs de l'immobilier, une doctrine dans le cadre d'une réflexion sur les villes à 50 degrés, où on dit, en fait, le sujet, c'est d'avoir une méthode où on acte le fait que la chaleur, elle est intégrée au cycle immobilier. On ne peut pas se dire que c'est juste un épiphénomène. 2, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille la résilience de nos bâtiments en mettant en place un certain nombre de solutions qu'on a déjà et qui sont des solutions bioclimatiques dans la conception de nos bâtiments. Et puis qu'on regarde précisément comment est-ce qu'on évacue la chaleur avant de rafraîchir. C'était la question que j'allais vous poser, parce que là, on a pris conscience que peut-être qu'on a en partie fait fausse route, c'est-à-dire qu'on a des logements qui sont classés A et qui sont des bouillards thermiques. C'est-à-dire on les a tellement bien isolés que la chaleur ne repart pas, quoi. Ouais. Donc ça, c'est quand même une réflexion à accélérer, j'imagine. En tout cas, nous, c'est vrai qu'au niveau de Cogedim, qui est notre principale marque de promotion logement, on a déjà des engagements très forts sur le confort climatique et en tout cas le confort dit d'été, avec des conceptions bioclimatiques, avec des terrasses végétalisées qui correspondent à 10% de la surface de l'appartement, avec des brasseurs d'air, avec des appartements traversants pour créer des courants d'air, donc des choses qui sont avec des ombrières. Donc on a déjà une conception qui est, je pense, extrêmement vertueuse. Là, en fait, cette canicule nous incite à dire il faut qu'on aille plus loin. Et donc, on va intégrer dans les appartements à minima une pièce rafraîchie, ce qui n'était pas le cas. Au-delà des rafraîchissements avec les brasseurs d'air. Ouais. Et puis, on va même jusqu'à nos halls d'entrée. On va les rafraîchir pour que ça devienne des lieux de refuge. Parce qu'en fait, il y a aussi ça, il y a
votre espace habitable, votre lieu de travail, votre studio. Mais il y a aussi un moment de se dire, on n'y arrive plus, il y a des lieux de refuge. Et donc, on pense que ces halls d'entrée, ils peuvent devenir des lieux de refuge. Et de la même façon que là, sur nos centres commerciaux, on les a aménagés et de plus en plus, on rejoint une initiative qui s'appelle Escale Fraîcheur pour en faire des vrais lieux de fraîcheur. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, Nathalie Bardin, repenser les sous-sols ? Il fait frais dans les sous-sols. C'est vrai. Et on y entrepose des trucs dont on se sert plus jamais et qui prennent la poussière. C'est très vrai. Et d'ailleurs, il faut beaucoup s'inspirer, et c'est ce qu'on fait, des pays qui... structurellement sont des pays chauds. On voit bien, on va peut-être pas dire qu'on va aller jusqu'à de l'habitat troglodyte, mais on voit bien que tous les lieux qui sont plus fermés, en sous-sol, où on a une fraîcheur naturelle, il y a certainement quelque chose à faire. Après, moi j'ai du mal à me dire qu'on va vivre en sous-sol. Et donc peut-être qu'on arrivera Non mais quand on parle de lieux de refuge, quoi. Absolument. Ouais. Mais peut-être qu'on arrivera à des lieux de refuge en sous-sol, qui seront finalement rafraîchis naturellement avec la température de la terre. Alors, on n'est pas encore en train de dire on repense nos caves, mais peut-être. Ouais, vous avez raison. Des réflexions. Je vais vous citer en avril dernier sur LinkedIn, vous dites, au fond, faire partie du changement, c'est cela, accepter de changer soi-même, repenser ses pratiques, interroger ses certitudes, se demander avec honnêteté ce qui transforme vraiment. Vous avez commencé à répondre à ça, mais je voudrais raccrocher cette citation à un débat qu'on a plusieurs fois eu dans l'émission sur la CSRD, sur le bilan extra-financier, sur le fait que l'ambition européenne ait été réduite en la matière. Vous me disiez juste avant qu'on démarre l'interview que ça a été un outil de transformation et finalement d'ambition dans cette transformation. Absolument, pourquoi ? Absolument. Alors nous, on a fait partie de la première vague. Donc on a publié notre deuxième rapport de durabilité. Oui. Et en fait, le retour d'expérience, c'est d'abord, ça nous a permis d'embrasser le sujet ESG globalement. Et de poser une stratégie encore plus claire, de rechallenger ce qu'on appelle la matrice de double matérialité et nos priorités. De poser le fait que finalement, nos priorités, elles étaient sur la sobriété environnementale et l'utilité sociale. Ça nous a permis de définir cette stratégie-là. Ouais. La deuxième chose, c'est que ça nous a permis d'embarquer tout le monde en disant, en fait, c'est pas le sujet juste de la direction RSE, de la direction financière, de la direction des risques. C'est le sujet de tout le monde. Est-ce que ça vous a permis d'identifier justement des leviers de transformation ou des risques que vous n'aviez pas forcément intégrés ? Alors, je pense que dans les deux leviers principaux, je pense qu'on avait identifié la plupart. Ceux sur lesquels on a accéléré depuis, c'est tout le sujet dont on vient de parler, de l'adaptation. Oui. Donc, voilà, comment est-ce qu'on adapte l'ensemble de nos actifs, pas seulement à la chaleur, mais à toutes les crises climatiques. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est en cours et qui est une priorité. Et le deuxième, c'est l'eau. Si on est en pleine actu, là. Dont on parle pas suffisamment, parce qu'on a beaucoup parlé de la décarbonation, enfin du carbone. Et en fait, le carbone a caché le sujet de l'adaptation et le sujet de l'eau. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire que l'eau est une ressource plus rare qu'on s'y est habitué en France, que des situations de stress hydrique, elles vont exister, elles existent déjà, elles vont se multiplier, et que donc c'est quoi ? C'est un nouveau risque que vous intégrez à votre stratégie ? C'est quoi l'idée ? Alors, c'est un nouveau risque, et nous, on aime penser qu'un risque, c'est une opportunité. Oui. Donc, je vous donne un exemple. Là, on vient de signer avec une filiale de Sor qui s'appelle Odali la mise en place de solutions dans nos immeubles de logement pour réutiliser les eaux grises, c'est-à-dire les eaux de votre douche. Et donc ça, en fait, non seulement ça va nous permettre de faire des économies dans l'utilisation de votre eau, à hauteur de 30%, mais également des économies financières, budgétaires, pour les occupants. Donc, vous voyez, d'un risque, on en fait une opportunité et pour la planète, et pour le client, parce que notre obsession quand même, c'est que, oui, la planète, évidemment, c'est essentiel, mais c'est essentiel
pour servir nos clients, pour qu'ils vivent mieux. Et donc, toute cette question du bien-être, et ça va avec... là, on a pris 25 engagements qualité avec Cogedim qui sont aussi bien sur la conception, l'environnement, la relation client, la construction. Mais c'est bien dans cette idée que, en fait, qualité, durabilité et bien-être, ça va ensemble. C'est pas... On ne les oppose pas. Ouais. On a une tradition dans cette émission, c'est que l'invité du grand entretien pose une question à celui ou celle qui lui succède. Et donc la semaine dernière, on avait le directeur général d'énergie d'ici, Antoine Garnier. Voici sa question. Bonjour Nathalie. Donc moi, mon questionnement, c'est effectivement si on se projette à 10 ans, donc en matière de construction, est-ce qu'il y a des innovations aujourd'hui qui paraissent balbutiantes, qui pourraient être un vrai changement à terme pour améliorer le confort thermique de l'habitat et également réduire le bilan carbone? Voilà. Donc écoutez, merci beaucoup pour votre réponse. On parle d'innovation et on va pouvoir s'appuyer sur un certain nombre d'exemples emblématiques de ce qu'est la ville d'aujourd'hui, puisque c'est déjà construit, et donc la ville de demain. Est-ce qu'il y a une innovation comme ça, un peu balbutiante, pour reprendre les termes d'Antoine Garnier? Moi, j'aimerais dire à Antoine, oui, il y a un truc révolutionnaire. Oui. Eh ben, en fait, la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, je pense que toutes les innovations, elles sont là. Alors, il y a des choses qui ne paraissent pas comme des innovations type le low-tech. Enfin, voilà, quand je parlais d'appartements traversants, de mettre des ombrières, enfin tout ça, c'est de la végétalisation, c'est du low-tech, mais ça réduit quand même et le bilan carbone et la chaleur dans les appartements. Il y a tout ce qui est la rénovation. Il y a évidemment les matériaux. Toute la dimension matériaux biosourcés, on a une marque bois qui est Woodeum, où on fait des logements en bois, et donc on voit bien la qualité de ces logements, y compris sur la dimension thermique. Et donc tout ça, c'est sur à la fois les matériaux et en même temps les structures existantes. Peut-être que ce qui va pouvoir nous aider à accélérer, c'est l'IA. Parce que aujourd'hui, de plus en plus, on développe des jumeaux numériques de nos bâtiments. Et donc, ces jumeaux, on va pouvoir de plus en plus anticiper une canicule, pouvoir régler mieux la GTB. Ouais. Enfin, et donc, ça va nous aider. Mais en fait, il n'y a pas... En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Oui. Donc, le sujet, c'est plutôt de pouvoir massifier et de... Certes, oui, les solutions existent, massifions-les, c'est ce que je comprends. Exactement. Alors, vous parliez de Woodeum, il y a un certain nombre d'exemples sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a notamment un immeuble, un projet qui est assez emblématique, qui est à Paris, oui. Woodeum, Paris-Rive-Gauche. Alors, c'est assez dingue, puisqu'on parle d'un immeuble-pont. Alors, oui. C'est quoi un immeuble-pont et il est où ? Alors, cet immeuble, il est dans le 13e, au-dessus de la gare qui mène au futur chantier, à notre chantier sur la gare d'Austerlitz. Ouais. Et en fait, c'est un logement, un immeuble qui va être complètement conçu, qui est en chantier, ouais. En bois. D'accord. Structure bois. Au-dessus des voies ferrées, c'est ça. Donc, il y a... D'un point de vue technique, ça a été un immeuble extrêmement compliqué parce que il a fallu donc avoir une structure qui puisse absorber les vibrations. Ouais. Donc d'un point de vue technique, ça a été une prouesse. Et en même temps, on voulait assurer évidemment aux résidents la qualité optimum. Et donc ils vont vivre. Voilà, dans le 13e, dans un logement 100% en bois, et donc avec une qualité de vie et une qualité thermique réelle. Il s'inscrit dans tout un projet autour de la gare d'Austerlitz, c'est ça Alors, en fait, tout ce quartier a été complètement transformé, ouais. Sur l'avenue de France. Et donc, peut-être que finalement, dans ce quartier, on a 2 démonstrateurs. Même si je disais qu'il fallait passer à l'échelle, mais on a quand même 2 démonstrateurs, qui est donc cet immeuble Paris-Rive-Gauche, qui offre tout le confort du bois et qui, en plus, permet de stocker le carbone. Et en même temps, on a ce grand quartier
qui est autour de la gare d'Austerlitz, qui est complètement en train de se transformer. Et donc, nous, ce quartier qu'on appelle Grand Austerlitz, on transforme ce qui était finalement un lieu, peut-être même un non-lieu pour un certain nombre de personnes, en une gare de nouvelle génération qui va accueillir 30 millions de visiteurs, le futur Orient Express, et on va y proposer 110 commerces, et au-delà de la partie commerciale, on revégétalise tout ce quartier avec plus de 2 hectares d'arbres. Et donc là aussi, c'est aussi une façon de dire, en fait, on peut refaire la ville sur la ville en créant non seulement de l'agrément, du bien-être, et en même temps en répondant à des besoins pour faire une nouvelle centralité à l'est de Paris. Oui, effectivement, avec toujours cette question dans ces projets-là dont vous nous parlez, de la circularité que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que cette économie circulaire dans l'industrie du bâtiment, elle est encore marginale ou elle est en train de devenir la norme, la nouvelle norme? En tout cas, elle est la question qu'on se pose systématiquement. Comment faire? Comment mettre de la circularité dans le projet? Exactement. D'accord. Donc, je ne peux pas dire qu'on a la réponse à chaque fois, mais à minima, le diagnostic matière, on le fait. Qu'est-ce qu'on peut réutiliser pour le projet ou pour d'autres projets? Je disais qu'il y avait des plateformes de réemploi qui existent. Il y a une initiative du secteur qui s'appelle le Booster du réemploi qui nous permet justement de booster et d'avoir des retours d'expérience. Donc oui, la question, on se la pose systématiquement. Oui. Vous êtes plutôt en avance par rapport à vos concurrents sur ces questions-là? Est-ce qu'il faut embarquer le secteur, quoi? Ouais, c'est un peu ça le sens de ma question. Je ne sais pas si on est en avance. On parlait de passer à l'échelle, de massifier. On est, je pense, hyper engagé, hyper moteur. On teste beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a une culture, au-delà de tester, il y a une culture qu'on a vraiment embarquée dans tous les métiers. Donc moi, j'aime bien dire que voilà, on gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble. Donc nous, on fait plutôt partie de ceux qui, disons qu'on va gagner tous ensemble. Mais c'est vrai qu'on essaye d'être très moteur et de porter des projets, une parole, pour dire finalement, c'est possible. Et c'est possible dans une équation économique, puisque très souvent, on nous oppose que tout ça coûte trop cher. Oui, mais justement, c'était la question, vous devancez ma question, parce qu'on est plutôt dans une période qui est une période difficile pour le secteur immobilier. Est-ce que cette crise freine la transformation? Et avec beaucoup d'acteurs qui se disent, mais en ce moment, on peut pas, on n'a pas les moyens, on peut pas se rajouter le coût de la transformation environnementale. Eh ben, je vais vous donner un exemple. On a lancé en logement une offre qui s'appelle Access, qui est destinée aux primo-accédants et qui est à la fois une offre qui est de dire comment est-ce qu'on permet à des gens qui aujourd'hui sont locataires, se disent moi jamais je pourrais emprunter, et jamais je pourrais devenir propriétaire, d'acquérir un logement aux meilleures performances environnementales et d'habitabilité. Et ça, on l'a fait en retravaillant le produit, en se disant on va faire un produit où on va réétudier tous les mètres carrés pour qu'il n'y ait aucun espace perdu. On l'a fait en s'appuyant sur des dispositifs existants, le prêt à taux zéro, et en bonifiant le reste des prêts avec des accords avec 2 banques, et en disant finalement, pour le prix d'un loyer, vous pouvez devenir propriétaire d'un logement durable, et d'un logement aux dernières performances en matière de ESG. Donc, et avec toutes les qualités qu'on est en droit d'exiger. Donc ça veut dire que c'est possible. Donc c'est possible. Mais ma question c'était, est-ce qu'il y a malgré tout un coup de frein que vous ressentez, vous, peut-être pas forcément chez Altaria, mais dans le secteur? Alors, oui, on entend ce coup de frein, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a cette espèce de petite musique qui dit ça coûte trop cher, ça coûte trop cher, et en même temps, vraiment, et moi je l'ai entendu chez nous, vous vous posez avec les directions techniques qui vous disent au départ non mais ça va pas être possible, ça va être vraiment trop cher, et vous dites bah voilà alors on regarde, on fait des arbitrages, et si on change ce matériau, et si on met cet isolant, enfin et en fait on y arrive. Et
je trouve qu'un enseignement qui est hyper intéressant quand la RE 2020, la réglementation environnementale, a été lancée. Tout le monde a crié en disant mais on n'y arrivera jamais, c'est pas le moment, etc. Robin Rivaton a fait son étude. Et en fait, aujourd'hui, on est en 25, en 26. Et ben, on travaille sur des projets à 2030, 2031, et on y arrive. Mais ça veut dire, et ça renvoie peut-être à la citation que vous évoquiez, il faut qu'on fasse autrement. On ne peut pas reprendre exactement la même matrice que ce qu'on faisait avant. Voilà, donc c'est ça le message. Un dernier mot, tiens, qui se ramène à vous, puisque vous êtes membre du COMEX, du groupe Altaria. Qu'est-ce que ça change d'être au COMEX? Oui. Ça change beaucoup. En fait, ça change beaucoup, et c'est pas tant moi que ce que je porte comme sujet. Bien sûr. Et là où ça change, c'est que, en fait, dès lors que vous mettez une conviction sur la table en disant voilà, laissez-moi tester ça, ou laissez-moi avancer sur tel et tel sujet, je pense que ça vous permet d'embarquer beaucoup plus de monde, parce que tout d'un coup, votre parole n'est pas juste la parole d'un individu convaincu, mais c'est la parole d'une direction générale qui se dit on va y aller, et on va y aller tous ensemble, et on va trouver les solutions. Merci beaucoup Nathalie Bardin, à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup et Innovation.